Seika était un exorciste surpuissant qui fut assassiné. Réincarné, il décida de mener une vie tranquille et sans histoire, comme la vôtre, mais en découvrant que la prétendue héroïne était en fait une méchante, il s'amusa à la vaincre, elle et ses adversaires, pour le simple plaisir. Il s'était réincarné dans un monde où la magie circulait d'une manière totalement différente. Bien que son nouveau corps fût dépourvu de pouvoirs magiques, il était doté d'une quantité immense d'énergie spirituelle. Chaque matin, Seika ramassait des feuilles et utilisait ses arts d'exorciste pour créer des shikigami, insufflant la vie à des souris et des corbeaux pour le servir fidèlement. Pendant ce temps, son demi-frère Glai le harcelait sans cesse, le traitant de bâtard inutile. Même lorsque Seika le suppliait d'arrêter, Glai le saisissait par le col et levait le poing. Mais un jour, les corbeaux que Seika avait créés attaquèrent soudainement Glee de manière inattendue. Lorsque Luft se précipita pour les chasser, il remarqua que les corbeaux ignoraient totalement Seika, ce qui le fit commencer à soupçonner quelque chose d'étrange concernant son jeune frère. Dans ce nouveau monde, Seika était rejeté pour être l'enfant d'une maîtresse, traité comme un paria par sa propre famille. Malgré tout, il endurait en silence, passant chaque jour à travailler dans les champs, préparant du papier pour fabriquer davantage de talismans et perfectionnant discrètement ses arts spirituels. Sika savait que cela devait être Glai, mais quand il cria à Ifa de retourner au travail, il rappela à Seika qu'il n'aurait jamais d'esclave, car un perdant sans magie comme lui ne pourrait jamais entrer à l'Académie impériale de magie de Lodonia. Cependant, Blaze apparut et ordonna à Glai de retourner à ses leçons de magie. Alors qu'il s'éloignait, Seika demanda à son père s'il pouvait les accompagner. Sur le terrain d'entraînement, son frère aîné Luft lança un vortex qui pulvérisa la pierre. Tandis que Glai libérait une boule de feu pour la carboniser, Glai était ravi que Seika se ridiculise devant leur père. Mais alors que Seika maniait la baguette et se souvenait de son vœu de cacher son pouvoir dans cette vie, il réalisa que les forts exploitaient toujours les faibles, alors il activa ses arts d'exorciste. Ils furent tous choqués car personne n'avait jamais lancé une boule de feu bleue auparavant. Glee s'attribua donc le mérite, leur disant que sa magie devait être restée dans la baguette. Cependant, lorsque Sika demanda à son père s'il pouvait apprendre la magie, Blaze lui répondit qu'il était inutile de former un mage sans talent. Pendant les 4 années suivantes, Sika commença à apprendre la langue de ce monde tout en espionnant secrètement ses frères et sœurs. Pourtant, Blaze continuait de se demander s'il n'était pas à moitié démon. Au moment où Seika eut 11 ans, il se souvint des 7 divinités qu'il avait scellées et fut enfin prêt à invoquer son serviteur le moins menaçant dans ce monde, alors qu'une ancienne porte se matérialisait devant ses yeux, une jeune femme séduisante en sortit, bien que Seika ne pût la reconnaître. Quand elle lui sauta dessus, il réalisa que c'était bien la stupide Yuki, mais se demanda pourquoi elle n'était plus une femme magnifique. Comprenant que son pouvoir spirituel devait être plus faible dans ce jeune corps, elle jura de le servir pour toujours. Seika révéla qu'il ne faisait que tester les capacités de la porte dimensionnelle dans ce monde. Alors qu'il tentait de la sceller, elle se transforma en un petit renard, jurant qu'elle ne le quitterait plus jamais. Le lendemain matin, Glee se mit à hurler sur Ifa parce qu'elle avait fait tomber de l'eau sur ses vêtements. En la réprimandant, il lui dit qu'il serait prêt à lui pardonner si elle venait dans sa chambre et promettait de l'éduquer sur ce que signifiait être une esclave. Quand Sika dit à Glai d'arrêter de la maltraiter, celui-ci tenta de le frapper, mais Sika bloqua son attaque. Glai le fixa avant de s'éloigner, lui disant qu'il jouait avec sa vie. Une fois Glai parti, Sika dit à Ifa de ne jamais aller dans la chambre de Glai, ce qu'elle promit. Ensuite, Ifa lui demanda de la suivre dehors alors qu'elle lui montrait un bébé Evoli mourant. Il lui demanda de se détourner pour dissimuler ses pouvoirs. Et après avoir arraché un cheveu et l'avoir imprégné de son talisman, le Shikigami fut sacrifié pour guérir le Vaporeon. Ifa fut choqué qu'il puisse utiliser la magie alors qu'il était né sans mana. Quand il pensa qu'elle cachait peu, être aussi une capacité secrète, elle lui dit que ce n'était pas comme si elle pouvait voir les esprits ou quoi que ce soit de ce genre. Cependant, il révéla qu'il était également capable de voir les esprits, mais il soupçonnait qu'elle pouvait voir quelque chose d'encore plus grand que lui. Se demandant ce que c'était, elle révéla qu'il avait découvert le secret qu'elle avait toujours dissimulé, sa capacité à voir les élémentaires dans le monde. Elle expliqua que c'était étrange, car chaque élémentaire semblait l'éviter. Et bien qu'il n'en connût pas la raison, il réalisa qu'elle était capable de les contrôler, une chose qu'il n'avait jamais pu maîtriser dans sa vie antérieure. Réalisant qu'il avait enfin trouvé la personne qu'il cherchait, il lui demanda si elle aimerait apprendre la magie. Activant son Shikigami, il invoqua une boule de feu dans les airs. N'ayant jamais essayé d'utiliser la magie auparavant, elle demanda poliment à la boule de feu de disparaître. Quand elle ne l'écouta pas, elle tenta de supplier la boule de feu de partir. Cependant, elle hurla que personne ne regretterait son horrible présence, ce qui fit disparaître la flamme. Sika réalisa qu'il avait de la chance de trouver quelqu'un capable de dissiper la magie, et lui demanda de garder ses pouvoirs secrets entre eux. Au fil des semaines, il l'entraîna jusqu'à ce qu'elle soit capable de contrôler le flux de son propre mana. Au fur et à mesure que les saisons passaient, ils continuèrent leur entraînement ensemble jusqu'à ce qu'elle puisse enfin maîtriser l'art de dissiper la magie. Le 12e anniversaire de Psyche arriva, mais contrairement à celui de son frère, il ne reçut ni cadeau ni gâteau, et même son père n'était pas là. Bien qu'il se fût habitué à leur mauvais traitement, Glai appela Psyche, lui disant qu'ils allaient l'entraîner, car sa mère étant une maîtresse, la seule voie restante pour son corps faible était de rejoindre l'armée. À ce moment précis, une servante hurla qu'un grand monstre était apparu et se dirigeait directement vers leur manoir. En entendant ces mots, Psycho révéla qu'il était déjà aux abords de leur demeure. Tandis que l'aîné détruisait l'arbre au loin, Glai s'enfuit pour sa vie pathétique et sans valeur, tandis que Luft tentait d'ordonner aux servantes d'évacuer vers le manoir. Il vit que Sika courait dans la direction opposée. Au même moment, l'ancien était sur le point de dévorer Ifa, mais avant que Seika ne puisse invoquer son talisman pour la sauver,
Elle activa les élémentaires et incinéra la bête. Une fois qu'elle fut en sécurité, il ordonna à la bête de le suivre et alors qu'il s'élançait dans le ciel, tous les serviteurs du manoir commencèrent à l'observer. Il lança ensuite un sort de poison, et les veines à l'intérieur du corps de la créature commencèrent à absorber le poison. Mais il avait secrètement achevé son dressage, laissant son frère se demander comment il l'avait vaincu d'une seule attaque. Tout le croyait incroyablement puissant, alors il leur fit un signe de la main, ravi que tout se soit déroulé selon son plan. Depuis sa réincarnation dans cette seconde vie, il serait rusé et obtiendrait enfin le bonheur qu'il désirait. Blaze avait été témoin de la bataille et décida d'organiser un festin en l'honneur de son fils adoptif illégitime. Bien que cette attention exaspérât Gley, Blaze souhaitait tout de même récompenser Sika pour avoir défendu le manoir. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il désirait, Sika demanda la permission de s'inscrire à l'Académie impériale de magie de Lodonia. Blaze accepta et Sika demanda alors que Yifa soit autorisée à l'accompagner en tant que sa servante. Blaze objecta affirmant qu'elle manquait de mana, mais Sika lui dit de se taire et de simplement observer. Il tendit sa baguette à Yifa, lui demandant de lancer un puissant sort de flamme. Ému par sa dévotion et son désir de rester aux côtés de Sika pour toujours, Yifa éveilla les élémentaires de feu environnants. Alors qu'elle chantait l'incantation, un brasier gigantesque éclata à l'extérieur de la fenêtre, illuminant la nuit. Se tournant vers son père, Seika lui demanda s'il était satisfait. Blaze, désormais convaincu, accepta de les inscrire tous les deux. Cependant, Gley protesta avec colère, affirmant que cela violait la tradition de leur famille qui interdisait à deux frères de suivre la même voie. Blaze répondit que leur tradition serait en effet respectée en envoyant Gley rejoindre l'armée à la place. Il réprimanda ensuite Gley pour avoir gâché ses années en mauvaise compagnie, tandis que Saika s'était entraîné assidûment chaque jour. Incapable d'accepter l'insulte, Gley défia Saika en duel, déclarant que s'il perdait, Saika serait banni de leur foyer. Bien que Blaze lui ait dit qu'il pouvait refuser, Saika accepta sans hésitation. Leur père accepta de superviser le duel à condition qu'aucune vraie épée ni magie de niveau intermédiaire ne soit utilisée. Plus tard, alors que Sika fabriquait davantage de talismans en préparation, Luft lui rendit visite, s'excusant d'être arrivé en retard pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et lui offrant un stylo en verre. Il admit regretter de ne pas avoir été plus gentil tout au long de leur vie, mais exprima sa fierté de voir à quel point son frère avait grandi. Puis il lui demanda d'être indulgent avec Gley car il savait que Seika était plus fort que tous. Sous les deux lunes, Yuki se moqua du cadeau de Luff, le jugeant sans valeur, mais Sika lui dit que c'était elle qui était sans valeur. Cependant, il réalisa que quelque chose n'allait pas et lui ordonna de se cacher. La fenêtre s'ouvrit en grand et quand il regarda dehors, il vit Gley dans le champ hurlant que leur duel avait commencé. Alors qu'ils s'affrontaient, Gley croyait que Sika n'avait vaincu le monstre que par chance. Voulant le combattre à mort, il abandonna les conditions de leur père et invoqua un sceau magique, lançant un sort de flamme pour incinérer son frère. Il pensait que son sort était bien plus puissant que celui de son esclave inutile, mais Sika lui dit qu'il ne pourrait jamais être comparé aux flammes d'Ifa. Choqué qu'il soit encore en vie, Gley invoqua un sort de vent pour transpercer son frère, mais une barrière de magie légère le protégea. Saika sortit alors son talisman, tandis que Gley commençait à libérer tous ses sorts. À ce moment-là, Saika ordonna à Gley qu'il lui était interdit de bouger, gelant tous ses neurones avant de tordre le talisman et de lui briser le bras. Cependant, Saika révéla que Gley ne faisait que ressentir la douleur. Quand Gley se demanda qui était vraiment Sika, il décida d'accepter ces mots comme une reddition. À cet instant, il guérit le bras de son frère, le laissant s'effondrer au sol. Alors que Saika fixait son visage sans valeur, il se souvint que Gley l'avait traité de chanceux pour avoir vaincu le Triton aîné, mais il trouva cela hilarant. Après tout, il s'était préparé pendant 6 mois pour invoquer sa deuxième divinité divine, un cyclope massif, Nuto, qui entra dans le royaume et se précipita vers Saika, déclarant qu'il était ravi de le servir une fois de plus. Cependant, Yuki rappela à Nuto qu'elle était la première qu'il avait invoquée. Sika demanda ensuite au cyclope de suivre son Shikigami dans la montagne et de chasser le Triton aîné vers leur forêt. Il avait délibérément attiré le Triton aîné vers leur manoir afin que tout le monde reconnaisse son pouvoir, lui permettant ainsi d'intégrer l'académie de magie à la place de Gley. Cependant, Yuki se demanda pourquoi il élaborait des plans si compliqués, surtout quand il pouvait prendre tout ce qu'il voulait dans un monde rempli d'humains faibles. Sika lui rappela alors que ces humains faibles étaient ceux qu'il avait tués. Dans cette seconde vie, il désirait devenir l'un d'eux, car son chemin vers le pouvoir absolu ne l'avait conduit qu'à une solitude isolée. Quand le printemps arriva enfin, Luft souhaita à son frère de rester en sécurité. Après qu'Ifa eut bâillé, Luft se demanda si elle était restée éveillée toute la nuit, alors Sika révéla qu'elle avait travaillé dur sur quelque chose dans sa chambre toute la nuit. Alors que leur carrosse commençait à s'éloigner, Sika décida de la récompenser pour ses études. Elle promit qu'elle le chérirait, et il révéla que cela attirerait les élémentaires vers elle, car il voulait qu'elle devienne l'élémentaliste la plus puissante possible. En regardant par la fenêtre, il réalisa qu'ils avaient déjà atteint l'académie de magie, et se demanda comment le temps avait pu passer si vite. De retour dans son bureau, Blaze réalisa que Psycom devait être déjà arrivé, et se rappela cette nuit orageuse où un mystérieux assassin lui avait livré l'enfant de son frère. Mais Blaze se demanda si son frère était vraiment mort après avoir disparu sur le continent des démons. Son enfant était l'un des rares humains nés avec des cheveux et des yeux noirs, alors Luft gardait ses distances tandis que Gley le voyait comme un ennemi. Blaze se demanda s'il était un démon, car il pouvait invoquer des boules de feu bleu sans posséder de magie, et il avait utilisé du poison sur le Triton aîné, ce qu'aucun humain n'avait jamais fait auparavant. Blaze se sentait coupable d'avoir envoyé Gley à l'armée.
Mais il réalisa que si Psycho était témoin des horreurs de la guerre, il pourrait devenir le prochain roi démon qui éradiquerait l'humanité au lieu du héros qui la sauverait. Une fois arrivé au dortoir de Seika, il révéla que la chambre d'Ifa serait à côté de la sienne. Ces mots la rendirent triste, car elle pensait pouvoir venir dans sa chambre la nuit. Après avoir entendu cela, elle s'enfuit en pleurant, et Yuki se mit en colère que l'esclave inutile ne connaisse pas sa place. Quand Sika se demanda ce qu'elle voulait dire, Yuki révéla que Yifa était amoureuse de lui et voulait qu'il l'utilise comme esclave pour réaliser ses fantasmes. En entendant ces mots, Seika réalisa qu'il ne comprendrait vraiment jamais comment les filles pensent. Yuki lui dit d'étudier ou il aurait des difficultés. Mais il réalisa que Yifa pourrait rendre autre chose difficile. À la prestigieuse académie de magie, il remarqua qu'une mystérieuse accumulation de mana s'était formée. L'examinatrice, la professeure Carin, demanda à chacun d'évaluer ses niveaux de mana. Quand ce fut le tour de Psyche, la professeure Caran lui demanda de poser sa main sur la sphère de cristal, expliquant qu'elle brillerait en blanc s'il avait une aptitude pour tous les éléments, bien que cela ne se fût jamais produit auparavant. C'était le système magique de ce monde, où il y avait 4 éléments primaires à utiliser pour lancer des sorts, mais il existait aussi la magie de la lumière et de l'ombre, similaire à la magie qu'il avait inventée dans sa vie antérieure. Alors qu'Ifa infusait son mana dans la sphère, la professeure Carin découvrit qu'elle avait une aptitude pour la magie du vent et du feu. Mais quand ce fut le tour de Sika, rien n'apparut, alors la professeure Carin pensa qu'il pourrait avoir de la magie de lumière ou de l'ombre. Elle tendit la main vers la sphère, un faisceau de lumière blanche aveugle à tous les candidats. Quand elle s'éloigna, ils réalisèrent qu'elle avait maîtrisé les 4 éléments. Taika fut choqué de la voir, car même si ses cheveux étaient d'une couleur différente, elle était la même personne qu'il avait connue de très près dans sa vie passée. Cette nuit-là, la princesse Fiona s'inquiéta et au même moment, le seigneur démon par intérim donna un seul ordre à son général Gallios, écraser le héros. Le lendemain, après que Saika eut terminé l'examen écrit, il remarqua Amu s'entraînant avec une épée et se demanda à quel point elle était vraiment forte. Sur les terrains d'entraînement, l'examinateur érudit, le professeur Cordel, annonça qu'ils allaient maintenant évaluer le pouvoir élémentaire de chaque étudiant, un par un. Tandis que les étudiants démontraient leurs capacités, Saika observa que Mose ne pouvait manier qu'un seul élément, et aucun avec beaucoup de force. Quand vint le tour d'Ifa, elle s'avança et lança un sort de flamme. L'explosion fut si intense qu'elle faillit carboniser la pierre d'essai. Tout le monde à l'état, étonné qu'elle puisse lancer un sort sans incantation. Mais Yifa dit calmement qu'elle n'avait pas encore fini. Même Seika n'avait aucune idée de ce qu'elle préparait. Elle leva de nouveau sa baguette, conjurant un sort de vent si puissant que la pierre disparut purement et simplement. Alors qu'elle s'excusait d'avoir détruit la cible, Seika pensa que sa magie était incroyable et fut émue par sa dévotion, réalisant qu'elle s'était entraînée en secret. Finalement, ce fut le tour de Seika. Il conjura une brillante boule de feu bleu qui traversa la cible, stupéfiant tout le monde. Analysant la pierre, il nota qu'elle était faite de granit et décida de fusionner les éléments de terre et de métal pour exécuter un sort de cristallisation qui pulvérisa complètement la cible. Même le professeur Cordel admit n'avoir jamais rien vu de tel. Seika, cependant, s'excusa, affirmant que son sort était une technique secrète, sachant qu'il ne pourrait jamais révéler la vérité, qu'il n'utilisait pas vraiment de magie du tout. S'approchant ensuite de la cible d'eau, Seika invoqua un Shikigami d'eau invisible et l'infusa d'énergie d'ombre, déchaînant un torrent qui gela tout le champ. Satisfait d'être déjà allé trop loin, il mit fin à sa démonstration. Ifa rit fièrement, disant qu'elle avait de la chance d'avoir le maître le plus puissant en vie. Alors que le soleil se couchait, le professeur Cordel resta sans voix, se demandant comment des étudiants avec une si faible aptitude magique avaient pu déchaîner les sorts les plus puissants de l'histoire de l'académie. Pourtant, il savait que ce n'était que le début, car quelque part, il y avait quelqu'un d'encore plus fort, un prodige qui avait maîtrisé tous les types de magie dès son plus jeune âge. La professeure Carin réalisa qu'elle pourrait être la héroïne, celle destinée à naître lorsque le seigneur démon ressusciterait. Les résultats de l'examen furent enfin annoncés et quand Sika chercha leur nom, Yifa le supplia de ne pas l'abandonner car elle avait échoué. Mais il vit qu'il était classé 3e sur la liste, tandis qu'Yifa était classé encore plus haut que lui. Il la félicita, bien qu'il fût choqué qu'elle l'ait surpassé à l'examen pratique. Tout en haut de la liste se trouvait Amu, et Sika réalisa qu'elle était la personne qu'il avait toujours cherchée. Plusieurs jours après l'annonce, une invitation fut envoyée à tous ceux qui s'étaient inscrits à l'académie de magie. Yifa se demanda si sa jupe était trop courte, mais Sika lui dit que non, car il la voulait encore plus courte. Alors qu'il marchait vers la cérémonie d'entrée, Sika sentit une magie noire émaner de derrière les buissons. Yifa réalisa que quelque chose n'allait pas, car elle remarqua des élémentaires sombres cachés à l'intérieur. Après s'être enfoncés plus profondément dans la forêt, ils trouvèrent un sceau démoniaque. Bien qu'Yifa pensât que c'était maléfique, Sika lui dit de l'ignorer car il appartenait à l'école, tout en libérant secrètement des talismans invisibles pour surveiller la zone. À l'intérieur de la salle, lorsque la cérémonie d'entrée commença, Amu monta sur scène et annonça qu'elle serait la représentante des nouveaux étudiants. Au même moment, le cercle magique à l'extérieur s'illumina et Psycho sentit des monstres se rapprocher de la salle. Les portes explosèrent soudainement et des démons inférieurs apparurent devant leurs yeux. Les étudiants inutiles paniquèrent et commencèrent à s'enfuir, mais Saika remarqua que les démons cherchaient quelqu'un parmi eux. Quand l'un des démons tenta de tuer une fille, Amu était apparu pour la sauver. Alors qu'elle évitait l'attaque du démon, elle lança des sorts de vent sur son corps et cria aux étudiants dégoûtants de s'écarter de son chemin. Cependant, Seika réalisa que les démons étaient trop lents et soupçonna qu'ils étaient contrôlés à distance. En scannant l'extérieur, il trouva le lanceur de sorts caché dans la forêt.
Il dit à Ifa d'utiliser sa magie pour courir et se cacher si les choses devenaient dangereuses. Puis il se téléporta, laissant son talisman derrière lui. Peu de temps après, il commença à marcher vers le démon en récitant un poème. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, ta mère est un gorille affreux qui appartient aux Zou. Enragé et cherchant à l'achever immédiatement, le démon invoqua des démons inférieurs depuis un portail. Alors qu'il leur ordonnait d'attaquer, Saika lança un sort d'attraction gravitationnelle, anéantissant les monstres devant lui. Quand le dernier se figea sous un sort de protection, Saika ouvrit un portail sous lui et le scella dans un autre royaume. Réalisant que Saika pouvait utiliser la magie de téléportation, le démon se prépara à combattre sérieusement. Il invoqua des épées depuis de plus petits portails et se présenta comme un démon de métal qui contrôlait à la fois les éléments de feu et de terre. Quand Sika tenta de lancer un sort, Gallios l'éteignit instantanément, affirmant qu'aucun de ses sorts ne fonctionnerait sur lui. Alors que Sika enflammait des talismans de papier, Gallios se protégea des flammes. Mais quand il invoqua davantage de papier, Gallios les brûla instantanément. Cherchant à l'éliminer, Gallios lança une épée, et bien que Sika l'esquiva, la lame lui lacéra le visage, et il réalisa qu'elle avait été téléportée en arrière. Gallios déclara qu'il pouvait utiliser la magie de téléportation noire. Il lança une flamme vers Saika, mais alors que Saika s'éloignait d'un bond, Gallios se matérialisa derrière lui et lui trancha le bras à cet instant précis. Cependant, Saika, ayant survécu à l'attaque, commença à se demander pourquoi Gallios espionnait les étudiants par les yeux des démons inférieurs. Gallios révéla qu'il cherchait le héros pour accomplir la prophétie divine de la réincarnation du seigneur démon. Il ajouta qu'il l'avait déjà trouvé, mais réalisant qui il visait, Saika bougea. Gallios lança alors une douzaine d'épées pour l'éliminer. Saika les évita, sauta par-dessus une autre, mais les doubles lames de Gallios le tranchèrent au même instant. D'un seul coup, Gallios l'expédia dans l'au-delà, le croyant mort. Il se détourna, prêt à chercher Amu, mais une voix récitant d'anciennes incantations le rappela. Il le vit en équilibre sur une lame, stupéfait qu'il soit encore en vie. Gallios lui lança une épée dans le crâne, mais elle se désintégra. Saika révéla s'être ressuscité, expliquant qu'il avait déjà lancé un sort pour éliminer tout ce qui n'appartenait pas à son corps. Malgré cela, Gallios crut pouvoir en finir avec lui et invoqua 100 épées, jurant d'anéantir le héros une fois Saika mort. Entendant ces mots, Saika ricana, traitant Gallios de fou, et déclara que la vraie force ne se définissait que par les puissants alliés que l'on possède. Gallios rejeta ces paroles, affirmant que seuls les faibles dépendaient d'alliés. Il tenta d'en finir avec lui, mais Saika évita la tempête de lames et lança un sort qui déchaîna une cascade massive. Au moment où les os s'écrasèrent, Gallios s'était déjà téléporté. Cependant, quand Gallios tenta d'attaquer d'en haut, Saika avait déjà anticipé le coup. Il invoqua Raiju, une divinité ressemblant à un furet, qui frappa le démon avec la foudre. Pourtant, quand la fumée se dissipa, Saika réalisa que Gallios était introuvable jusqu'à ce qu'il le poignarde par derrière sans prévenir. Mais tout cela faisait partie du plan de Saika, car son corps explosa soudainement devant les yeux de Gallios. Bien que le démon ait survécu, il commença à suinter une aura rouge, confiant que Saika manquerait bientôt de talismans. Il se prépara à mettre fin au combat, mais Saika révéla plus d'un millier de talismans, expliquant qu'il avait passé sa vie entière à les créer pour être prêt à toute bataille. Ouvrant la porte dimensionnelle, il invoqua Mizuki, et une douzaine de portails s'ouvrirent alors qu'un dragon émergeait, sa forme massive emplissant le ciel. Il se jeta sur Gallios, tentant de le dévorer, avant de s'élever vers la lune et de consumer son corps entièrement. À cette vue, Saika fut soulagé que le démon ait été éliminé. Pourtant, quand il tenta de renvoyer le dragon dans l'autre royaume, celui-ci résista et essaya de s'échapper. Réalisant qu'il se dirigeait vers l'école, il y plaça rapidement ses talismans, redirigeant sa trajectoire avant de le sceller de nouveau dans le royaume. Pourtant, il se demanda comment une divinité aussi faible que Mizuchi avait pu se libérer. La réponse lui vint rapidement. Son jeune corps était encore trop faible, il devrait donc devenir plus fort et plus âgé avant de pouvoir commander correctement les 4 autres divinités. À ce moment-là, Yuki sauta sur lui, révélant qu'elle s'était cachée tout ce temps. Elle le réprimanda, trouvant imprudent qu'il se soit laissé tuer. Cependant, Saika révéla que tout cela faisait partie de son plan, car il pouvait déjà utiliser son Shikigami pour se ressusciter des morts plusieurs fois instantanément. Quand il revint dans le hall, il réalisa que tous les étudiants avaient été blessés, mais Yifa lui dit qu'Amu avait tué tous les démons inférieurs. Entendant ces mots, Saika réalisa qu'Amu était la personne parfaite dont il avait besoin comme allié. Après tout, il pouvait rester caché tout en l'utilisant pour avancer dans ses plans. Bien qu'ils doivent devenir son ami, il s'avoua qu'il ne serait pas triste si elle perdait la vie à la fin, tant que cela assurait son propre bonheur. À ce moment, il jura de faire d'elle la personne la plus forte du monde, même si cela signifiait vaincre le roi démon lui-même. Un mois s'était écoulé depuis que Saika avait commencé à fréquenter l'académie de magie avec Ifa, quand il aperçut Amu et tenta de la saluer. Elle lui dit froidement de faire une faveur à l'humanité en mettant fin à sa misérable vie. Quelques instants plus tard, une jarre d'argile apparut au-dessus d'eux, déversant un liquide, mais Saika les téléporta rapidement en sécurité. Cependant, sentant quelque chose de suspect, il retourna sur les lieux. Là, le professeur Cordel apparut à une fenêtre et s'excusa pour l'accident. Après avoir récupéré le liquide répandu, Cordel expliqua que c'était un catalyseur pour sa recherche. Quand Saika demanda le but de la jarre, le professeur affirma qu'il essayait simplement de la faire léviter au 3e étage. Pourtant, Saika savait que seule la magie noire pouvait contrôler la gravité, ce qui le fit suspecter que Cordel cachait quelque chose.
Plus tard en classe, le professeur Karin annonça que l'anniversaire de l'école approchait. Il assigna Amu et Ifa à livrer la nouvelle liste d'étudiants dans le cadre de l'offrande cérémonielle. Quand Seika entendit cela, il réalisa que leur itinéraire les mènerait près du cercle magique de Gallios. Il se porta immédiatement volontaire pour prendre la place de Ifa et lui demanda de refuser sa mission. Bien que réticent, le professeur Karin finit par accepter. Ce soir-là, alors que Seika et Ifa quittaient l'académie, il lui dit qu'Amu était en danger. Il expliqua qu'il avait pris sa place pour la protéger, car la bataille d'Amu contre les démons avait fait d'elle une cible. Ifa demanda en plaisantant s'il aimait Amu pour sa beauté et ses cheveux roux, mais Seika clarifia que c'était sa force qui l'intriguait, il voulait seulement être son ami. Entendant cela, Ifa jura qu'elle aussi pourrait devenir plus forte, mais Seika lui dit qu'il voulait plutôt son soutien, croyant que le pouvoir d'Amu l'avait isolé toute sa vie. Le jour de l'anniversaire de l'académie, le professeur Karan leur remit la liste pour la cérémonie. Alors qu'il s'enfonçait dans la forêt, Amu exigea de savoir pourquoi Seika s'était porté volontaire pour remplacer Ifa. Il lui dit qu'il voulait être son ami et qu'il souhaitait avoir une longue conversation avec elle. Cependant, Amu crut qu'elle ne pourrait pas le satisfaire, surtout qu'il avait déjà une esclave avec d'énormes poitrines, mais il lui dit qu'elle se trompait. Alors qu'elle le trouvait un sale type moche, son esprit fut choqué à cet instant. Au même moment, Seika sentit la présence d'un sort sombre et se dirigea vers sa source. C'est alors qu'ils tombèrent sur un cercle magique, et à ce moment-là, un portail s'ouvrit, les téléportant instantanément. Ils furent transportés dans un donjon où un groupe de créatures lézards apparut devant eux, et sans hésitation, Amu les chargea. Alors qu'elle sautait de l'autre côté, elle déchaîna une boule de feu qui les oblitéra complètement. Cependant, quand un orc apparut derrière elle et était sur le point de lui ôter la vie, Seika lança un sort qui écrasa sa tête avec une pointe. Alors qu'ils commençaient à chercher la sortie, Seika lança un nouveau sort pour éclairer leur chemin, et Amu fut choqué de découvrir qu'il pouvait aussi utiliser la magie de lumière. Au même moment, il lançait des signaux de talisman pour guider ses Shikigami à l'extérieur afin qu'ils puissent détecter leur emplacement. Soudain, un groupe de gobelins se précipita sur eux, mais Amu les abattit avec des frappes rapides. Alors qu'elle réussissait à bloquer une attaque, elle trancha le bras d'un monstre, mais avant qu'elle ne s'en rende compte, la créature revint pour l'achever et la projeta contre le mur. Cependant, alors que les monstres se préparaient à la tuer, Seika lança un sort de bois qui les empala avec des pieux. À ce moment-là, Amu perdit connaissance et les gobelins restants chargèrent Seika. Il réalisa qu'il pouvait enfin utiliser ses vrais pouvoirs, alors il invoqua Omikad des portes divines de l'enfer et élimina tous les gobelins devant lui. Quand Amu se réveilla, elle vit que tous les monstres avaient été tués. Remarquant que sa tête lui faisait encore mal, Seika lança une barrière de lumière autour d'eux et réalisa qu'elle était sous une malédiction, car la douleur disparut après la formation de la barrière. Quand elle crut qu'il n'y avait pas de sigil maudit sur son corps, elle lui demanda de vérifier son dos avant d'enlever ses vêtements et ne trouva rien. Seika révéla alors qu'il avait voulu qu'elle se déshabille, car il avait déjà une autre solution préparée. Avec une mèche de ses cheveux, il transféra la malédiction sur l'un de ses talismans, lui disant qu'il servirait désormais de substitut. Ils restèrent assis ensemble pendant des heures, mais pendant ce temps, Amu se demanda si Seika avait embrassé Ifa ou même développé un complot avec elle. Quand Seika lui dit qu'il n'avait pas embrassé Ifa, Amu pensa qu'il était ringard, car les filles timides comme elle étaient toujours bizarres. Il lui rappela alors qu'elle venait de se déshabiller dans un donjon. Après qu'il eut été assommé, ils continuèrent à éliminer tous les gobelins jusqu'à atteindre enfin la chambre du boss. Alors que le Naga se préparait à les affronter, Seika activa sa magie de pierre et libéra des pieux empaleurs, mais la créature faillit lui brûler le visage avec de l'acide. Seika réussit à l'éviter et Amu contre-attaqua avec une lance de vent, mais le sort ne parvint pas à percer les épaisses écailles du monstre. Avant qu'il ne puisse riposter, Seika invoqua une lance qui cloua la créature au sol. Amu l'enflamma immédiatement avec une boule de feu. Et au moment où le feu éclata, Amu descendit sur le Naga et poignarda son corps, le tuant instantanément. Alors que Seika courait vers elle, Amu lui sauta dessus, révélant que c'était la première fois qu'elle battait un boss de donjon. Quand Yuki demanda à Seika pourquoi il ne s'était pas téléporté tout ce temps, il révéla qu'il voulait s'amuser avec Amu et lui donner de l'expérience de combat afin qu'elle puisse un jour devenir la plus forte. Peu de temps après, ils tombèrent sur une épée en mithril. Seika la retira du monstre, ce qui fit désintégrer la créature sous leurs yeux. Alors qu'il tendait l'épée à Amu, il remarqua une bague au sol et réalisa qu'elle était imprégnée de magie. Quand Amu lui demanda ce qu'il ferait en vieillissant, il promit qu'il partirait à l'aventure avec elle à nouveau. Entendant cela, elle devint heureuse et lui dit que c'était une promesse. Après s'être échappée du donjon, Seika informa le professeur Karin du labyrinthe secret caché sous l'école, mais dissimula à la fois l'existence de la malédiction d'Amu et la vraie source de sa propre magie. Cette nuit-là, quand Seika arriva au laboratoire du professeur Cordel, il révéla qu'il avait déjà découvert son plan et mentionna qu'Amu avait commencé à se rétablir. Réalisant qu'il avait été démasqué, le professeur Cordel se demanda comment Seika avait découvert son secret. Seika expliqua qu'il était impossible pour des démons d'avoir tracé un cercle magique dans l'école, et puisque le professeur Cordel avait le visage le plus laid de tous les instructeurs, il l'avait immédiatement suspecté. Décidant de révéler la vérité, le professeur Cordel retira son déguisement et admit qu'il était un espion pour les démons. Il expliqua que la potion dans le pot était en fait une malédiction révolutionnaire capable de tuer n'importe qui comme s'il s'agissait d'une maladie ordinaire. Le professeur Cordel révéla que sa vraie cible était le héros, mais Seika le rejeta comme un fou et exhiba son talisman, montrant qu'il avait déjà retiré la malédiction d'Amu.
Alors que le professeur Cordel invoquait un démon, Seika répandit son sang sur son propre corps et déclara qu'il avait découvert la condition de la malédiction. Maintenant trempé de sang démoniaque, il commença à lancer un sort pour transférer la malédiction sur son créateur. C'était le pouvoir qu'il avait hérité de sa vie antérieure en tant qu'exorciste maudit. Il dit au professeur Cordel que ceux qui maudissent les autres creusent 2 tons. Alors que les organes du professeur Cordel commençaient à se rompre, Seika révéla qu'il était le seul au monde à savoir dissiper les malédictions, rendant malheureux pour les démons de l'avoir rencontré dans cette vie. En montant les escaliers, Ifa demanda comment il avait su que c'était le professeur Cordel. Seika expliqua que son Shikigami avait détecté le même pollen sur le corps du professeur Cordel et dans le cercle démoniaque. Plus tard ce jour-là, quand Seika remit l'anneau magique à Ifa, elle remarqua que les élémentaires étaient attirés par lui. À ce moment-là, Seika vit Amu passer, et quand il tenta de l'appeler, elle lui dit de sauter d'une falaise et de 6 écailles déjà. 1 an plus tard, alors qu'ils commençaient leur 2e année, l'aide du directeur apparut devant Seika et son serviteur, les informant que le directeur voulait les voir immédiatement. Bien que Seika ait eu un mauvais pressentiment concernant cette convocation, il remarqua une fille les observant secrètement depuis l'ombre. Le lendemain, quand ils entrèrent dans le bureau du directeur, elle les salua chaleureusement. En étudiant le visage de Seika, elle remarqua qu'il ressemblait à son oncle, laissant Seika perplexe, car son père n'avait jamais mentionné avoir un frère. Sans s'étendre, la directrice changea de sujet et l'invita à rejoindre le tournoi de discipline mixte dans la capitale, une compétition renommée entre mages et épéistes. Elle expliqua qu'il servirait de l'un des représentants de l'académie de magie. Pour officialiser cela, elle fit venir une nouvelle étudiante au bureau. S'avançant, la jeune fille se présenta comme Mabel, quelqu'un que Seika n'avait jamais rencontré auparavant. Avant qu'il ne puisse répondre, Amu l'interrompit avec frustration, se plaignant de ne pas avoir été invité et exigeant de savoir si Seika comptait participer. Toujours intrigué par la présence de Mabel, Seika dit qu'il était intéressé par le tournoi et voulait voir ce qu'il réservait. Alors qu'il quittait l'académie, Amu grommela que Mabel avait probablement été choisie par une famille noble et n'avait jamais connu de vraies difficultés. À leur surprise, Mabel apparut soudainement derrière eux et dit calmement à Amu que c'était elle qui n'avait jamais vraiment connu de difficultés. Alors qu'Amu était ravi de rencontrer enfin sa remplaçante, Mabel expliqua qu'elle n'allait jamais être sélectionnée en premier lieu car elle était trop faible pour se battre. Entendant cela, Amu s'irrita et ordonna à 2 idiots de lui remettre leurs épées d'entraînement, défiant Mabel en duel pour voir qui était la vraie faible. Mabel accepta sans hésitation et au moment où elle ramassa l'épée et adopta sa posture, Seika reconnut immédiatement son talent, réalisant qu'elle était aussi expérimentée qu'Amu. Désireux d'évaluer sa force, il déclara le début du combat. Amu chargea de toutes ses forces, mais Mabel bloqua son coup avec de la magie noire et les deux s'affrontèrent férocement à l'épée. D'un mouvement décisif, Mabel fit tomber l'épée tordue d'Amu de sa main, remportant facilement le duel. Alors que Mabel se tournait pour partir, elle dit à Amu qu'elle était inutile pour quelqu'un destiné à être le héros. Quand Amu tenta de protester en disant qu'elle n'était pas censée utiliser la magie, Mabel rejeta ces mots, déclarant que les excuses ne feraient que la rendre plus faible. À ce moment-là, Mabel avertit Seika qu'il allait se blesser au tournoi. Il la remercia pour ces mots avant qu'elle ne s'éloigne. Le lendemain, le groupe partit pour la capitale afin d'assister au tournoi. En chemin, Seika maudit silencieusement son malheur, se demandant pourquoi il devait être coincé avec les visages dégoûtants de Ifa et Amu. Ifa lui rappela rapidement qu'elle était sa servante et devait rester à ses côtés en tout temps. Amu, de son côté, affirma qu'elle n'était jamais allée à la capitale et voulait la voir, mais Seika savait qu'elle mentait, réalisant que son seul vrai désir était de voir Mabel concourir au tournoi. Quand il demanda à Amu où elle comptait dormir, elle répondit qu'elle resterait dans le lit de Ifa. Mabel, observant leur pitrerie, pensa qu'ils étaient tous pathétiques car, malgré leur âge, ils agissaient comme des enfants manquant de sérieux. Mais Ifa révéla alors qu'elle avait en fait 1 an de plus qu'eux, ce qui laissa Amu choqué. Après y avoir réfléchi, Amu admit cependant que cela expliquait la personnalité imposante de Ifa. Au moment où elles atteignirent la capitale, les filles remarquèrent que Seika avait le mal des transports. Pour rendre les choses plus étranges, elles découvrirent que Mabel s'était éclipsée du groupe. Peu de temps après, ils arrivèrent au tableau d'inscription, où Seika décida d'enquêter sur la raison pour laquelle l'académie l'avait choisi comme représentant au lieu d'Amuyu. Le lendemain, alors que le tournoi était sur le point de commencer, Seika examina son amulette et réalisa qu'elle était conçue pour absorber les attaques magiques, bien qu'elle se briserait si elle en absorbait trop. C'est alors que l'annonceur présenta Seika comme le premier participant, et son adversaire Dennis, un combattant de la bande de mercenaires Gals, déclara audacieusement que ce serait le dernier jour de vie de Seika. Seika, cependant, le repoussa, affirmant qu'il avait mal à la tête et se sentait fatigué, et quand le mercenaire supposa qu'il ne faisait que des excuses, Seika déclara calmement qu'il mettrait fin au combat en 1 seule seconde. Enragé par ces mots, Dennis chargea au moment où le round commença et le poignarda. Pourtant, au lieu de porter un coup fatal, la lame perça un talisman. Seika se matérialisa alors instantanément derrière lui et le projeta contre le mur. Alors que la foule halétait sous le choc, l'annonceur déclara Seika vainqueur. Pendant qu'il marchait dans le tunnel, Yuki l'intercepta et l'exhorta à perdre délibérément son prochain match, craignant qu'il n'attire déjà beaucoup trop l'attention sur lui-même. Mais quand Seika rejoignit les filles, le deuxième tour du tournoi commença alors que Bellum du Sage entra dans l'arène pour affronter son adversaire Kyle, un garde de l'association des marchands Rugrock. Au début du match, Kyle lança immédiatement un sort qui figea son ennemi sur place, et le sorcier étant incapable de bouger, la foule ne put que se demander pourquoi Bellum restait immobile.
Puis Kyle réduisit la distance et le transperça, faisant de Bellum la première victime du tournoi. Alors que Kyle se tournait pour partir, Seika étudia attentivement son expression, et au regard dans ses yeux, il le reconnut comme un tueur chevronné avec un passé sombre qui aurait dû faire de lui un criminel recherché. Il commença à suspecter que Kyle avait été délibérément envoyé pour concourir au tournoi. De plus, Seika avait déjà discerné que Kyle était un lanceur de sorts, et l'un des rares capables de canaliser le pouvoir spirituel dans leur regard, maudissant leur adversaire par le pouvoir d'un œil maléfique. Quand le deuxième tour commença, l'annonceur appela Seika dans l'arène. Cependant, quand son adversaire apparut, il réalisa que ce n'était qu'une marionnette contrôlée par Labinette, une mage marionnettiste. Elle déclara fièrement qu'elle était conçue spécifiquement pour le combat anti-magie et que Seika n'avait aucune chance de victoire. Au début du match, Seika invoqua une créature invisible qui trancha rapidement le golem avec des frappes rapides, le faisant s'effondrer en morceaux. L'annonceur supposa que Seika l'avait détruit avec la magie du vent, mais quand Seika menaça d'effacer Labinette de l'existence, elle se rendit immédiatement. Alors qu'il sortait par le tunnel, Seika fut soulagé que sa technique secrète n'ait pas été exposée. Il dit à Yuki qu'il aurait pu être disqualifié pour avoir invoqué un monstre dans l'arène, car l'incarnation bestiale était strictement interdite. Au moment où il rejoignit les filles, le tour suivant commençait déjà, et Seika remarqua que Mabel était sur le point d'affronter son adversaire. Son nom était Haulo, le mage de la terre, et il pensait qu'il écraserait facilement Mabel avec ses pouvoirs terrestres. Au début du combat, Haulo lança une explosion rocheuse vers elle, mais elle la trancha facilement. Choqué par la vue, le perdant continua de lancer des explosions rocheuses, mais Mabel trancha tout. Alors qu'elle s'approchait de lui, Haulo réalisa qu'il était foutu et commença à lancer un mur de pierre pour sa défense, le soutenant avec un autre sort. Mais Mabel y lança des dagues, le brisant instantanément. Ne voulant pas se rendre, le perdant invoqua une demi-douzaine de murs pour la tenir à distance, mais Mabel les détruisit en un instant et Seika pensa qu'elle utilisait la magie de la gravité. Au même moment, Haulo commença à s'enfuir, mais alors que Mabel se précipitait vers lui, elle trancha son bâton et la vie de l'homme défila déjà devant ses yeux. N'ayant plus d'autre choix, il décida de se rendre, et l'annonceur la déclara vainqueur, la nommant Mabel, la héroïne rousse. Mais en entendant ces mots, Seika commença à se demander comment Mabel était devenue la héroïne. Alors Ifa révéla que la deuxième héroïne de l'histoire s'appelait Mabel, et que cette Mabel maniait également son épée. Bien que cela semblât une bonne couverture, Zaika savait qu'elle cachait quelque chose et voulait découvrir ses secrets. À l'aube, un minable préparait un message pour les démons. Mais alors qu'il envoyait le pigeon, un oiseau plus grand le captura, et à ce moment précis, Seika apparut, lui disant qu'il avait déjà découvert qu'il était un espion des démons et qu'il l'avait suivi avec succès jusqu'ici. Cependant, lorsque Seika exigea de savoir ce que contenait le message, l'homme lui dit de dégager et commença à partir. Mais comme il pensait Seika sans défense, il tenta de mettre fin à sa vie. Alors Seika lança un sort le retenant avec des lianes ensorcelées. Réalisant que Seika avait déjà découvert son secret, le minable commença à se demander comment il l'avait trouvé. Seika révéla qu'il l'avait espionné à travers les yeux d'un hibou et exigea de savoir qui il espionnait. Lorsque le minable refusa de répondre, Seika révéla qu'il interrogerait son âme. Alors qu'il invoquait Satori, la cinquième divinité des portes célestes de l'enfer, celle-ci commença à lire son esprit, lui offrant un carburant de cauchemar en révélant chacune de ses pensées. Au moment où Seika posait les questions, Satori révéla qu'il était à la recherche de l'héroïne Mabel Crane. Elle était née en même temps que les anciennes prophéties et se trouvait être une femme aux cheveux roux, la plus forte manieuse d'épée de leur académie. Seika ayant déjà appris tout ce qu'il désirait savoir, il décida de libérer le minable, mais dit à Satori de le dévorer en guise de récompense. À ce moment, Satori le dévora, mais une fois qu'elle eut fini, la menace commença à lire l'esprit de Seika, car il se sentait mal d'avoir tué un homme innocent. Cependant, Seika se mit en colère et menaça de la tuer sur place, alors au moment où il décida d'invoquer le portail, Satori s'éclipsa rapidement. Une fois la voie libre, Seika appela son oiseau et alors qu'il rapportait le message, il décida de l'ouvrir. Cependant, il était écrit dans un code inhabituel, et Seika regretta de ne pas avoir demandé comment le déchiffrer. Heureusement, il avait déjà découvert le véritable motif de l'Académie de magie, faire gagner Mabel, afin que les démons soient convaincus qu'elle était la vraie héroïne, oubliant l'existence d'Amu. Lorsque Yuki se demanda s'il avait découvert pourquoi le directeur l'avait choisi pour la deuxième place, Sega révéla qu'il découvrirait toute la vérité en temps voulu. Le lendemain, alors que les demi-finales étaient sur le point de commencer, Mabel confronta Seika dans le tunnel et lui dit d'abandonner, affirmant que le tournoi n'était rien de ce qu'il imaginait. Ne voulant pas la laisser décider de son avenir, Seika lui répondit qu'il ne se retirait pas de la manche. Elle lui dit alors qu'elle n'était pas prête à perdre contre lui et qu'elle était même prête à le tuer, mais malgré tout, Seika ne tiendrait pas compte de ses paroles. Quand vint le moment du premier tour des demi-finales, le premier mage apparut dans l'arène. Lorsque Kyle arriva comme son adversaire, Reynas, le maître des 4 éléments, lança un sort de lumière pour se protéger de l'œil maléfique de Kyle. Mais la menace commença à l'approcher. Désespéré de le tenir à distance, Reynas lui lança une boule de feu, mais Kyle resta indemne et continua d'avancer malgré tout. Reyna, craignant pour sa vie, commença à lancer d'autres boules de feu et le bombarda de chaque élément. Mais Kyle étant toujours complètement indemne, Psycho réalisa que Kyle utilisait la magie de la gravité pour repousser toutes ses attaques.
À ce moment-là, Rena invoqua une armée de golems, mais Kyle lança une ombre violette qui les transperça simultanément, les réduisant en miettes. Alors que Rena pensait pouvoir en finir avec lui, il se précipita sur Kyle, mais Kyle réussit à le maîtriser avec son ombre. Lorsque Kyle leva son épée pour mettre fin à sa vie, un sifflet retentit et l'annonceur révéla que les juges avaient annulé le combat, déclarant Kyle vainqueur. Cette nuit-là, alors que Saika commençait à se demander s'il devait abandonner son match le lendemain, il remarqua que Yuki se blottissait contre son corps, le hibou de Psycho aperçut Mabel sur son toit et, alors qu'il plongeait pour s'écarter, le toit s'effondra sur son lit. À travers la fumée, il aperçut Mabel de l'autre côté et se demanda pourquoi son horrible visage le bloquait. Sans réponse, elle lança un couteau contre le mur et le plaqua immédiatement par la fenêtre. Il réussit à la repousser, créant une distance entre eux, mais alors qu'elle lui lançait un autre couteau, Saika réussit à l'esquiver. À ce moment-là, il tenta de la maîtriser, mais lorsqu'elle trancha la liane et poignarda son corps, il disparut sous ses yeux. Pour la repousser, il lança un sort de libération interne, mais elle réussit à rester en équilibre. Alors que Saika pensait à sa force, il réalisa qu'il ne pouvait pas la laisser s'échapper. À ce moment, un minable apparut dans l'allée, se demandant pourquoi il faisait du bruit, mais alors que Mabel faillit mettre fin à sa vie, Saika découvrit qu'elle s'était échappée. Cependant, il avait déjà pris sa décision pour le prochain tour du tournoi et pensa qu'il devait la retrouver avant l'aube. Peu de temps après, il la trouva près d'une fontaine et l'assura qu'il n'était pas venu pour se battre. Quand elle lui demanda pourquoi il était là, il expliqua qu'il voulait seulement parler et qu'elle avait encore une chance de le convaincre de se retirer du match. Il révéla ensuite qu'il connaissait déjà sa véritable intention. Elle prévoyait de mourir à la place d'Amyu. En tant que fausse héroïne, elle avait détourné l'attention des démons d'Amyu, croyant qu'en se sacrifiant, il penserait que la vraie héroïne était morte. Cependant, Mabel admit qu'elle voulait aussi tuer Kyle, confessant qu'ils avaient tous deux été entraînés par l'association des marchands de Rugrok, une organisation qui transformait des enfants esclaves en mercenaires. Leur association avait créé ce tournoi pour tester la capacité de Kyle en tant que mercenaire parfait. Ils avaient ouvert un trou dans son crâne pour implanter de la magie dans son cerveau, lui retirant toute forme d'émotion. Avant ce processus, les enfants esclaves étaient regroupés par 4 et entraînés ensemble jusqu'à ce qu'ils forment un lien spécial. Cependant, un seul d'entre eux deviendrait mercenaire, et ce n'est qu'après avoir éliminé les autres qu'il serait considéré comme un mercenaire parfait. Mabel étant la dernière survivante après Kyle, elle pensait qu'il était de son devoir de l'achever en finale, étant donné qu'il avait déjà tué son frère. Mais après avoir entendu ces mots, Psycho pensa qu'elle n'était pas seulement plate, mais aussi une menteuse. Il savait que Kyle était en fait son frère et que ses cheveux roux n'étaient qu'un déguisement pour convaincre tout le monde qu'elle était l'héroïne. Réalisant qu'il avait tout découvert, elle décida de révéler la vérité et dit qu'elle avait l'intention de tuer Kyle pour libérer son âme. Cependant, Saika pensa qu'elle était trop faible pour cela et dit qu'il vaincrait Kyle en finale. Alors qu'elle commençait à penser que ce n'était pas possible, il lui dit qu'il était l'homme le plus fort de leur monde et croyait que le seul désir de Kyle était de l'avoir libéré de l'association. Le lendemain, quand vint le moment de leur manche, il lui dit de donner le meilleur d'elle-même. Elle cependant pensa qu'il n'était qu'un noble gamin inutile qui avait été gâté toute sa vie. Alors qu'elle apparut derrière lui, elle le trancha presque en deux et, en détruisant les débris, elle le découpa en morceaux, seulement pour réaliser que c'était un morceau de papier. Alors qu'il lançait des rochers qu'elle esquivait, Mabel lui tira ses couteaux, mais il les bloqua avec une barrière. Alors que la poussière retombait, il libéra des lianes entravantes pour la retenir, mais elle chargea en avant jusqu'à ce que Sika active son sort de fruit tombant. Quand il lança un sort de liane chimique, elle la retint à nouveau, et cette fois elle réalisa qu'elle ne pouvait pas se libérer. Décidant de lever sa hache, il lança alors un sort de lévitation, des fourmis, alors qu'il prétendait mettre fin à sa vie. Le sifflet retentit, alors que les juges mettaient fin à la manche, le déclarant vainqueur. Quand vint le moment de la finale, Saika et Kyle s'affrontèrent et, alors que Saika commençait à dire que Mabel était toujours en vie, Kyle lui dit qu'il la tuerait après leur tournoi. Même s'il se souvenait qu'elle était sa sœur, il avait complètement perdu toute émotion pour elle, alors Saika jura de le faire s'excuser auprès de Mabel. Au début de la manche, Saika projeta une brume rouge sur tout le sol de l'arène, rendant l'œil maléfique de Kyle inutile. Lorsque Kyle commença à marcher vers lui, Sika le frappa avec une lumière fantôme, mais Kyle resta indemne. Sika invoqua ensuite des lianes chimiques pour le retenir, mais l'ombre violette les détruisit instantanément. Kyle lança son ombre vers Sika, mais sa barrière la repoussa. Psycho pensa que leur combat était inutile, alors les portes divines de l'enfer apparurent devant les yeux de Kyle. À ce moment, il invoqua Usioni, la 5e divinité. Alors que le monstre émergeait de la dimension, les ombres de Kyle tentèrent de percer son corps, mais sa peau était plus forte que la sienne. La bête frappa le visage de Kyle, le rendant inconscient. Alors Psycho pensa que Kyle avait perdu parce qu'il n'avait jamais été capable de reconnaître ses propres limites. Mais alors qu'un sceau commençait à se répandre sur le corps de Kyle, la malédiction commença à le ronger, même à l'intérieur de la barrière. Sika se demanda comment il pourrait le sauver, mais Kyle l'arrêta et lui demanda de s'excuser auprès de Mabel en son nom. Sika se mit en colère à l'idée d'être vaincu par une malédiction, alors il invoqua 1000 talismans en même temps. Cherchant à neutraliser la malédiction, il se prépara à lancer un sort qui la retirait du corps de Kyle et le ressusciterait même d'entre les morts. Mais alors qu'un phare perçait les cieux, Yuki lui dit qu'il était dangereux d'utiliser son sort ultime, car tout le monde dans l'arène découvrirait ses pouvoirs secrets. Cette erreur lui avait coûté sa vie antérieure et, alors que les souvenirs revenaient à son esprit, Sika décida d'arrêter le sort. Au moment où le combat fut terminé, Kyle avait mystérieusement disparu et Sika dit à tout le monde qu'il l'avait détruit sans laisser de traces.
Après le tournoi, cependant, il enterra Kyle en dehors de la capitale, permettant à Mabel de lui rendre ses derniers hommages. Elle lui dit qu'elle savait déjà que son frère était maudit. Le lendemain, à leur académie, Saika visita le bureau du directeur et révéla qu'il avait sauvé Mabel exactement comme elle l'espérait. Elle réalisa alors qu'il avait déjà tout découvert. Elle expliqua que tout cela faisait partie des plans de l'association depuis le début, car le seul but du tournoi était de tester la capacité de Kyle en tant que mercenaire. Ensuite, Saika arriva à la cafétéria et remarqua que Mabel s'était teint les cheveux en violet, mais il pensa qu'elle avait l'air encore plus laide maintenant. Quelques semaines plus tard, à l'approche des vacances d'été, Saika annonça qu'il se rendrait au royaume d'Astéria pour enquêter sur un dragon en furie. À ce moment précis, un étranger arrogant entra dans la cafétéria, se vantant bruyamment de sa richesse et rabaissant les étudiants autour de lui. Amu fronça les sourcils, se demandant qui était ce nouveau venu aux dieux. L'homme remarqua bientôt Saika et s'approcha, se présentant comme Cecilio, le prince héritier d'Astéria. Sika l'accueillit poliment à l'académie, mais l'attention de Cecilio se porta rapidement sur Yifa, qu'il déclara être la plus belle fille qu'il ait jamais vue. Tentant de flirter, il lui fit une série de remarques inappropriées. Yifa révéla calmement qu'elle était la servante de Sika, espérant mettre fin à la conversation. Cecilio cependant continua son comportement grossier, laissant tout le monde autour d'eux profondément mal à l'aise. Cecilio dit alors à Seika de nommer son prime et son assistante, Liz, lui dit rapidement qu'il se ridiculisait devant les autres. Dans une pièce privée, Cecilio dit à Sika que le dragon rebelle avait vécu paisiblement pendant un siècle, mais attaquait maintenant le château, et la situation empirait de jour en jour. À ce moment-là, il remarqua les énormes canons d'Ifa et commença à suggérer qu'ils dînent ensemble, mais Liz lui dit de se retenir. Alors que Seika partait plus tard ce jour-là, Amy le traîna dans les buissons et exigea des réponses. Quand il admit qu'il donnerait Ifa au harem de Cecilio si elle acceptait, les filles le trouvèrent pathétique. Connaissant les sentiments d'Ifa pour lui, Mabel le prévint de ne jamais lui demander une telle chose, craignant que cela ne la blesse. Quelques jours plus tard, sur la route d'Astéria, Yifa dit à Seika que Cecilio lui avait demandé de monter son dragon, bien qu'elle doutât qu'il la veuille dans son hareng. Seika insista sur le fait qu'il était sérieux, mais se demanda quel horrible sentiment bouillonnait en lui. En arrivant à Astéria, Yuki admira la vue jusqu'à l'arrivée de Cecilio, qui déplorait le déclin du royaume depuis la fureur du dragon. Alors que la bête survolait, un homme invoqua un tigre de lave qui bondit sur elle et la manqua, puis il se tourna vers Yuki. Alors Seika arrêta la menace avec des cristaux de glace, mais l'armure flamboyante du tigre les fit fondre facilement. Alors que le tigre bondissait vers Seika, une chaîne magique le retint et son invocateur Zect apparut à ce moment-là. Quand Seika demanda qui était cet horrible toxicomane, Cecilio révéla qu'il était le chef mercenaire engagé pour tuer le dragon. Zika se moqua de son visage ravagé jusqu'à ce que Cecilio intervienne et ordonne à Zeg de partir. Une fois parti, Seika se tourna vers Yifa et, alors qu'elle essayait de le remercier, il la réprimanda de ne pas avoir utilisé la magie, se demandant ce qu'elle aurait fait sans lui et si l'avoir amené était une erreur. Alors que Yuki pleurait, Cecilio tenta de la charmer, mais Seika l'en empêcha avant d'ordonner à Yifa d'utiliser la magie la prochaine fois, car l'hésitation pourrait lui coûter la vie. Sika partit et regretta ses mots durs, espérant pourtant qu'elle apprendrait, car dans sa vie passée, il s'était figé tandis que son élève était dévoré par son dragon, ne le scellant qu'après. Craignant que l'histoire ne se répète avec Yuki, il choisit la dureté pour la protéger. Le lendemain, ils lurent des informations sur le dragon et apprirent qu'il avait autrefois vécu avec une compagne sur la montagne, mais avait commencé à attaquer après l'éclosion de ses petits. Sika soupçonnait le même scénario, bien que les registres affirment que seul le mâle avait survécu. Yifa demanda comment il pouvait faire éclore des petits seuls. Alors Sika décida de gravir la montagne pour obtenir des réponses, malgré l'avertissement d'Ifa que cela le tuerait. Cette nuit-là, Ifa vint dans sa chambre, lui disant que Cecilio l'avait invité à polir son épée. Alors Sika lui proposa de passer la nuit avec lui à la place. Quand il lui demanda si elle avait rejoint le harem de Cecilio, elle refusa et lui demanda pourquoi il posait cette question. Croyant qu'il ne la jugeait pas digne, elle jura de faire tout ce qu'il voudrait. Mais Sika lui dit que rejoindre un harem royal était le plus grand honneur que la plupart des filles désiraient. Quand elle se demanda s'il était d'accord pour qu'elle le quitte, Sika révéla qu'il serait d'abord contrarié, mais serait heureux qu'elle choisisse sa propre voie. En entendant ces mots, elle lui dit qu'elle dormirait pendant qu'elle restait à pleurer toute la nuit. Le lendemain matin, il remarqua qu'elle était partie et même Yuki se sentit mal de son inutilité, car Jifa était en fait amoureuse de lui. Mais Sika pensa que ce n'était qu'un béguin, mais Yuki lui dit que c'était plus que cela, et souhaita qu'il le réalise avant qu'il ne soit trop tard. Alors qu'il rencontrait Cecilio pendant son thé, il lui dit qu'il allait monter la montagne pour trouver le dragon. En entendant ces mots, Cecilio réalisa qu'il faudrait quelques jours à Sika pour revenir, et pensa qu'il aurait assez de temps pour persuader Yifa, mais Seika pouvait déjà deviner ses pensées et espérait qu'il resterait loin d'elle. Plus tard ce jour-là, alors que Liz apparut devant Yifa et lui demanda de lui parler en privé, elle lui dit qu'elle avait déjà senti sa magie et révéla qu'elle était une descendante d'elfes. Elle expliqua que les élémentaires devaient l'avoir menée à eux et lui demanda de rejoindre le harem de Cecilio, car elle ne pouvait pas continuer à être l'esclave de Seika pour toujours, car il était un démon après tout. C'est pourquoi les élémentaires refusaient de l'approcher, tout comme ils éviteraient tout autre démon. Yifa cependant était certaine que Seika ne pouvait pas être un démon et rappela à Lizzie qu'elles avaient grandi ensemble. Lizzie, peu convaincue, suggéra que l'un des parents de Seika aurait pu être un démon. Elle avertit Yuki de rester loin de lui et lui proposa plutôt de lui faire visiter le manoir. Pendant ce temps, Seika atteignit le sommet de la montagne où un dragon le repéra et déchaîna une rafale de feu.
Sa barrière le protégea de l'attaque. Alors que le dragon bondissait en avant, Saika disparut, invoquant la 6e divinité Kokyu Koneki, une énorme créature de pierre grotesque qui tomba sur le dos du dragon. Elle émit un son perçant qui affaiblit la bête avant de retourner aux portes de l'enfer. Quand le dragon commença à se rétablir, Saika le piégea avec succès et entra dans son nid où il découvrit qu'il était, gardant un œuf, il décida de le déplacer. En remarquant que chaque extrémité de l'œuf devait être orientée vers le haut, il réalisa que la légende de la princesse d'Astéria qui avait autrefois fait éclore un œuf de dragon était vraie. De retour au manoir de Cecilio, Lizzie continua de faire visiter Ifa, lui disant qu'elle pourrait obtenir un traitement spécial si elle devenait l'épouse préférée de Cecilio. De plus, elle serait autorisée à participer au gouvernement et deviendrait même une puissante fonctionnaire. Mais le seul désir d'Ifa était de rester aux côtés de Sika. Sika était épuisé d'avoir déplacé l'œuf de dragon, et même le dragon avait décidé de faire de lui le gardien de l'œuf. Cependant, Sika était heureux que le dragon ne soit plus hors de contrôle, et alors qu'il le rapprochait, il réalisa qu'il s'attachait à lui. Au manoir, alors qu'Ifa rencontrait Cecilio, il commença à se demander si elle était enfin prête à rejoindre son harem, espérant que Liz l'avait persuadée avec succès. À ce moment-là, l'un de ses hommes commença à rédiger un prix pour sa taxe de libération, et Cecilio révéla qu'il préparait les documents pour sa liberté. Une fois le contrat terminé, elle serait libre de prendre ses propres décisions, et Cecilio dit qu'il était prêt à acheter sa liberté à n'importe quel prix. Craignant d'être séparé de Saika, Ifa lui dit qu'elle était prête à vivre comme une esclave pour toujours. Mais Cecilio pensa qu'elle était simplement confuse et lui dit qu'il la rachèterait certainement. Il était convaincu que Seika était dangereux et dit qu'il ne pouvait pas la laisser rester avec cette menace. Cependant, Ifa pensa qu'il était la menace et déclara qu'elle souhaitait rester avec Seika pour toujours. Malgré tout, les hommes pensèrent que l'achèvement de son contrat d'esclave était plus important. Ces mots firent réaliser à Ifa qu'elle était entourée d'une bande d'idiots malades mentaux. Alors que les gardes la saisissaient immédiatement, Liz menaça de mettre fin à sa vie alors qu'elle tentait d'utiliser la magie. Réalisant qu'ils avaient été scellés à l'intérieur d'une barrière, Liz lança une lance de vent qui frôla son corps, éraflant son pouce. Alors qu'elle tentait de forcer sa main sur le contrat, le dragon brisa la barrière à cet instant. À ce moment-là, Seika apparut de la tête du dragon et Ifa fut heureuse que son sauveur soit arrivé. Seika révéla qu'il avait réussi à se lier d'amitié avec la bête. Alors que tout le monde était encore sous le choc, il continua en disant que le dragon n'attaquerait plus leur royaume, mais que Cecilio devait garder l'œuf de dragon au chaud. Avec Yuki capable d'utiliser la magie du feu, Seika pensa qu'elle pourrait garder l'œuf au chaud et l'appela à le rejoindre sur le dragon. Quand Liège tenta de lui dire de revenir, Ifa déclara que Seika était l'amour de sa vie. Alors qu'il s'éloignait sur le dragon, mais quand Seika lui demanda ce qu'elle voulait dire par là, elle lui répondit qu'elle n'avait rien dit. Après être arrivé au sommet de la montagne, Ifa remarqua l'œuf de dragon. Mais alors que l'horrible invocateur appelait un tigre de lave, celui-ci tenta de les dévorer, mais Seika le piégea avec des cristaux de glace. À ce moment, Zect et son équipe de minables apparurent, et alors que Seika réalisa qu'ils avaient essayé de voler l'œuf de dragon, Zect jura de le tuer afin de protéger son secret. Alors que le tigre fondait à travers la forteresse et se précipitait vers eux, une haute fontaine le repoussa, et Seika réalisa que c'était la magie d'Ifa. Elle avait réussi à éveiller la magie à l'intérieur de son anneau et dit à Zek qu'elle était sur le point de le renvoyer en cure de désintoxication. Désespéré de les éliminer, Zek ordonna au tigre d'attaquer de nouveau, puis il commanda à ses hommes de le suivre pour le soutenir. Seika, absolument imperturbable, lança un sort de flamme blanche, anéantissant le tigre sur le champ. Mais au moment où Zek tentait d'ordonner à ses hommes d'attaquer, le dragon apparut soudainement devant leurs yeux ébahis. Cette vision les terrifia au plus haut point et ils prirent aussitôt la fuite, courant à perdre haleine. Cependant, Sika les captura avec des lianes ensorcelées et Awif incinéra le grimoire de Zek. Après l'avoir neutralisé, Sika exprima sa joie de l'avoir devenue plus forte et la trouva absolument incroyable d'avoir maîtrisé la magie de l'eau. Quelques heures plus tard, de retour au manoir, Sika expliqua en détail tout ce qui s'était passé. Cecilio décida d'envoyer les hommes en prison, mais alors qu'il se demandait comment Sika avait pu faire la paix avec le dragon, Sika révéla qu'il l'avait aidé à élever son œuf et qu'il croyait en la véracité de la légende de la reine. Son ardent désir de faire éclore l'œuf de dragon avait poussé la créature à la considérer comme sa famille et à protéger le royaume pendant des siècles entiers. Soudain, Cecilio ordonna à ses chevaliers d'arrêter Seika, affirmant qu'il était responsable d'avoir rendu le dragon incontrôlable. Sika accepta de suivre les chevaliers, mais lorsque Cecilio commença à dire à Ifa qu'elle était enfin libre et pouvait désormais devenir sa femme, Sika repoussa sa main d'un revers, en ayant pu se casser de ses inepties. Sika lui expliqua qu'il n'avait accepté son arrestation que par pure contrainte à cause de leur politique absolument inutile. Mais il réalisa que Cecilio n'avait en fait cherché qu'à s'emparer de Ifa depuis le début. Il le traita alors de gamin pour y gâter et lui déclara qu'il ne pourrait jamais, au grand jamais, lui céder Ifa. À cet instant précis, Liz réalisa qu'elle en avait assez vu et demanda à connaître les véritables sentiments de Ifa. Sans la moindre hésitation, Ifa déclara à Cecilio qu'elle souhaitait rester aux côtés de Sika pour toujours, car même si elle n'était plus son esclave, elle ne rejoindrait jamais son inutile harem royal, c'était hors de question. Après ce rejet cinglant, Liz déclara à Cecilio que sa coupe de cheveux était la véritable raison de son échec. Puis, tout en remerciant Sika d'avoir réussi à apprivoiser le dragon, elle demanda à s'entretenir avec Ifa en toute intimité, loin des regards indiscrets. Dans une autre pièce, Liz comprit que Yuki était profondément amoureuse de lui. Elle lui demanda donc sa main, lui conférant ainsi la capacité de maîtriser l'élément de la lumière. Elle pensait que Ifa ressemblait trait pour trait à la princesse elfe des légendes et était convaincue que Seika finirait par reconnaître son amour pour lui un jour. Pendant ce temps, au cœur d'une forêt dense, un groupe de sorciers s'affairait à éliminer des monstres. Alors que leur chef apparaissait devant un homme quelconque, il lui demanda avec insistance où se trouvait le héros. Cependant, un monstre gigantesque surgit à cet instant précis, et l'homme fut ravi d'avoir réussi à invoquer la créature cyclopéenne avec la dernière anse de sa magie. Au moment où le chef dégaina son épée, le géant l'abattit avec sa hache, mais celle-ci se brisa net en deux.
Cherchant à l'éliminer, le chef fonça en avant et, repoussant l'attaque du monstre grâce à un cercle de dissipation, il l'abattit instantanément, sans le moindre effort. De retour auprès de l'homme, il ordonna à ses camarades de le dévorer, espérant ainsi trouver le héros très prochainement. À l'académie de magie, Saika invita Amu à rendre visite à sa famille pendant les vacances de printemps et demanda également à Mabel de les accompagner, comme une sorte de troisième roue du carrosse. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il ressentait cependant peu d'enthousiasme à l'idée de rentrer chez lui, redoutant déjà la présence de l'invité indésirable qui séjournait dans leur manoir. Il craignait que sa simple présence n'attire l'attention et ne provoque sa chute une fois de plus, comme par le passé. Le lendemain, au domaine de Saika, Luft les accueillit, et Saika remarqua qu'il semblait un peu moins désagréable qu'auparavant. Quelques instants plus tard, Gley apparut en armure, hurlant le nom de Saika, et Saika se demanda s'il appréciait sa vie dans l'armée. Se souvenant encore de son humiliation passée, Gley exigea une revanche, mais Ifa révéla soudainement qu'il était le même tyran qu'il avait tourmenté autrefois. Amu s'avança alors et proposa de se battre à la place de Sika. Lorsque Gley se moqua d'elle, Sika déclara avec force qu'elle était bien plus forte que lui et qu'il n'accepterait le duel de Gley que s'il parvenait d'abord à vaincre Amu, c'était sa condition. Gley accepta avec empressement, insistant pour qu'elle utilise une véritable épée tandis que lui se battrait avec une arme en bois. Confiant en la victoire d'Amu, Sika autorisa le duel à la seule condition qu'aucune magie ne soit employée. Amu pressa Gley avec vigueur, le repoussant sans cesse, mais au moment où elle s'apprêtait à l'achever, il feignit un sort et frappa son épée, la faisant tomber, revendiquant ainsi la victoire. Lorsqu'elle le traita de tricheur, il rétorqua que les ruses étaient tout à fait légitimes en combat. Puis, se tournant vers Sika, il déclara avoir entendu parler de sa victoire au tournoi et le défia en tant qu'adversaire digne de ce nom. À cet instant précis, la princesse Fiona arriva, se demandant pourquoi son chevalier sacré avait l'intention de se battre en duel. Elle jugea ce combat absolument dénué de sens et dit à Gley de donner un véritable but à sa vie, qui lui semblait si vaine. Alors que Gley décidait de se retirer du combat, Seika se demanda comment elle avait bien pu le forcer à obéir. Gley leur présenta ensuite la princesse Fiona, et les autres furent stupéfaits de réaliser qu'ils se trouvaient en présence de la sainte princesse en personne. À l'intérieur du manoir, Yuki commença à se demander qui était réellement cette sainte princesse. Psycho révéla alors qu'elle était née d'une prêtresse et que son père n'était autre que l'empereur lui-même. Dans une pièce privée, la princesse commença à dire qu'elle attendait de les rencontrer et trouva qu'Amu ressemblait trait pour trait au héros des contes de fées. En remarquant Sika, elle décida de le remercier d'être venu et exprima le souhait qu'il devienne l'un de ses chevaliers. Mais Sika lui répondit que ses désirs étaient aussi insignifiants que son propre visage. Cette nuit-là, Fiona se demanda si Ifa était la petite amie de Sika, mais elle commença à s'étouffer bien plus violemment qu'elle ne le fait habituellement avec la viande de Sika. Pendant un dîner, Blaise fit l'éloge de Sika pour avoir sauvé Hysteria, car la nouvelle s'était répandue à travers toutes les nations. Sa mère, quant à elle, l'exhorta à écrire plus souvent, lui qui entendait sa voix pour la toute première fois. Plus tard, Amu se glissa dans la chambre de Sika, et il plaisanta en disant qu'elle ne devrait pas venir uniquement pour se battre en duel avec son épée. Elle lui demanda ensuite quels étaient ses projets après l'obtention de son diplôme, révélant qu'elle avait l'intention de reprendre ses aventures. Sika se souvint alors de sa promesse faite dans le donjon, où elle avait dit qu'il la rejoindrait, bien qu'il n'eût aucune idée de ce qu'il devait faire et se demanda si elle accepterait de lui enseigner. Elle accepta, impatiente de vivre leur première fois ensemble, avant de le laisser seul. Ensuite, Yuki lui demanda s'il avait oublié qu'il n'utilisait Amu que pour dissimuler sa véritable puissance, mais Saika répondit qu'il ne pourrait jamais l'oublier. Le lendemain, alors qu'il faisait visiter la ville à la princesse Fiona, Gley lui dit qu'il devrait travailler main dans la main pour la protéger, puis elle décida de prendre la main de Sika alors qu'elle se pressait vers le marché. Peu de temps après, elle remarqua un jeune couple et commença à se demander comment elle pourrait se rapprocher davantage de Sika. Omu suggéra alors de mettre leur vie en danger, affirmant que cela créait un lien tout à fait spécial entre les personnes. Pensant que c'était une excellente idée, la princesse Fiona décida de les conduire sur un chantier de construction. Et alors qu'elle suggérait d'y regarder de plus près, elle en profita pour attirer Sika plus près d'elle. À ce moment précis, une corde se rompit, et tandis que les planches s'écroulaient vers eux, Gley et Amu lancèrent un sort simultanément, les protégeant ainsi des débris. Cependant, la princesse Fiona fut déçue que Saika n'ait lancé aucun sort, s'attendant à être sauvée par lui plutôt que par les autres. Pour se faire pardonner, Sika décida d'acheter un cadeau à Fiona, et alors qu'il rajustait son écharpe dans une ruelle discrète, il invoqua un miroir de quartz pour lui offrir une belle image d'elle-même. Elle trouva cela très joli et lui dit qu'elle adorait son cadeau. Le lendemain, Psycho trouva Gley en plein entraînement et se demanda s'il ne faisait pas étalage de ses talents de chevalier sacré. Mais Gley expliqua que ce titre n'était pas aussi prestigieux qu'il en avait l'air, car il s'agissait d'une manœuvre politique de la princesse, choisie non pas pour ses compétences, mais dans le cadre du plan secret de la princesse Fiona. Après tout, elle était une politicienne aguerrie, mais elle avait aussi réussi à se frayer un chemin depuis le néant pour devenir la favorite au trône. Lorsque Sika se demanda comment cela était possible, Gley lui révéla que la princesse Fiona pouvait voir l'avenir, tout comme sa mère, qui était la princesse Oracle, une véritable visionnaire. C'est pour cette raison qu'elle avait demandé à voir Amu, sachant déjà qu'elle était la véritable héroïne. Mais lorsque Gley réalisa que Saika était déjà au courant, il le mit en garde de rester à l'écart de son chemin. Gley expliqua qu'elle œuvrait à prendre le contrôle de l'Empire, mais Saika pensait qu'il y avait bien plus derrière tout cela. Plus tard ce jour-là, lorsque la princesse Fiona commença à fouiller le manoir à la recherche de Saika, il se cacha dans les buissons, déjà là de voir son visage. Alors qu'Amu passait par là, Saika surgit soudainement, la surprenant presque. Quand elle comprit qu'il se cachait de la princesse Fiona, Amu lui suggéra de passer la journée avec elle à la place, notant à quel point Fiona le cherchait désespérément. Peu de temps après, Saika rejoignit la princesse Fiona sur le balcon, où elle l'invita à jouer une partie d'échecs. Il accepta, mais avant qu'il ne commence, Fiona proposa un pari. Le perdant devrait une faveur au vainqueur. Bien que Saika sût qu'il perdrait probablement, il accepta tout de même, par courtoisie. Alors que la partie commençait, la princesse Fiona demanda quelle pièce d'échecs il considérait comme la plus puissante. Saika répondit que c'était elle, affirmant qu'elle exerçait une influence considérable sur les soldats et les dirigeants, tout en restant habilement dans l'ombre, discrète et efficace. Fiona loua sa réponse astucieuse, mais précisa qu'elle n'était que partiellement juste. Elle expliqua que le véritable cerveau se cachait toujours des regards. Pourtant, elle croyait que les pions étaient les plus forts.
car lorsque des gens ordinaires s'unissent, ils possèdent le pouvoir immense de renverser un empire entier, de le faire chuter. C'est pour cette raison qu'elle cherchait à obtenir le soutien du peuple, convaincue que cela lui assurait la position de premier choix pour le trône. À cet instant, la princesse Fiona déclara avec assurance qu'elle gagnerait la partie. Pourtant, Sika savait déjà qu'elle avait entrevu l'avenir, et réalisant qu'il avait découvert sa capacité, elle supposa que Gley devait le lui avoir révélé. Sika, cependant, révéla qu'il avait tout compris par lui-même. Dès l'instant où elle était intervenue dans son match d'entraînement avec Gley, il avait soupçonné qu'elle avait prédit la défaite de Gley. Puis, lorsqu'elle l'avait conduit à l'endroit précis où la corde était tombée si opportunément sur eux, cela lui avait confirmé sans l'ombre d'un doute qu'elle pouvait bel et bien prédire l'avenir. Lorsque Saika lui demanda si elle comptait sauver l'Empire en utilisant ce pouvoir, la princesse Fiona confessa que l'avenir n'était pas absolu, expliquant qu'il pouvait toujours être modifié. Réalisant qu'il ne pouvait absolument pas gagner la partie, Saika accepta sa défaite avec une certaine résignation. À cet instant précis, la princesse Fiona confessa qu'elle avait l'intention de sauver quelqu'un qui était sur le point de mourir, bien qu'elle hésita à révéler son identité, craignant que cela ne modifie le cours de l'avenir. Décidant de devenir son allié, Saika lui offrit son aide et son soutien inconditionnel. Pendant ce temps, au plus profond de la forêt, le groupe de démons avait anéanti une armée entière de bandits. Leur capitaine félicita ses hommes d'être devenus plus forts et leur ordonna de dévorer les cadavres. Grâce à son sort d'évaluation qui lui permettait de percevoir la force des autres, Zomnim était absolument certain qu'il réussirait à tuer le héros, sans le moindre doute. De retour au manoir, Saika et les autres se préparaient à retourner à l'académie. Cependant, après avoir voyagé pendant plusieurs heures, Sika ressentit quelque chose d'étrange émanant de la forêt. Soudain, une calèche explosa devant eux, mais ce n'était qu'un leurre, un piège habilement mis en place par la princesse Fiona. Saika bondit immédiatement sur le toit pour repérer leurs assaillants. Au même moment, un groupe d'hommes se précipita en position tandis que des bandits apparaissaient sur une falaise escarpée. Sur l'ordre de leur chef, des archers visèrent la calèche de la princesse Fiona. Saika lança alors son sort magnétique, déviant toutes les flèches avec une facilité déconcertante. Le chef ordonna à ses hommes de tirer à nouveau, mais le même sort repoussa leurs tirs avec la même aisance. Fixant ce spectacle, le chef des bandits se demanda qui était réellement Saika. Réalisant que la plupart des calèches n'étaient que des leurs, il ordonna à ses hommes de concentrer toute leur magie sur la calèche de la princesse Fiona, la vraie cible. L'un d'eux lança un sort puissant, projetant un rocher massif sur Saika, mais celui-ci s'effrita sans le moindre mal contre sa barrière protectrice. Alors que le chef des bandits devenait désespéré, il ordonna à ses hommes de charger de front. Mais Gley émergea de la calèche, soulagé que les archers aient épuisé toutes leurs flèches, leur stock étant vide. D'un cri retentissant, il rallia ses hommes et ensemble, ils commencèrent à maîtriser les bandits, les submergeant. La princesse Fiona ordonna alors à Saika de les capturer vivants. Saika invoqua aussitôt des lianes ensorcelées qui s'enroulèrent autour des bandits, les immobilisant sur le champ, sans leur laisser la moindre chance de s'échapper. Quelques minutes plus tard, Saika demanda à la princesse Fiona pourquoi elle avait choisi d'épargner leurs ennemis, se demandant si elle comptait les utiliser contre ses rivaux politiques. La princesse Fiona répondit que son unique objectif était de démasquer les hommes qui avaient comploté son assassinat, de les identifier clairement. Saika soutint que les garder en vie était dangereux, mais la princesse Fiona insista sur le fait qu'elle était désormais en sécurité. Elle expliqua que les autres bandits avaient déjà été anéantis et que les survivants capturés attendraient éternellement un signal qui ne viendrait jamais, une attente vaine et sans fin. Quelques jours plus tard, le groupe atteignit la capitale. Mais avant d'y pénétrer, la princesse Fiona assura à Saika qu'elle était de leur côté et lui dit de ne jamais l'oublier, de toujours se souvenir d'elle. Au même moment, le groupe de démons avançait inexorablement vers la capitale. Zom se demanda alors s'il parviendrait réellement à s'échapper après avoir tué le héros. Pourtant, sa détermination ne faiblit jamais, résolu à mettre fin à sa vie pour le bien de la race démoniaque. Il fixa la ville lointaine, convaincu que leur avenir était sur le point de commencer. Quelques semaines plus tard, la directrice offrit à Saika un poste au conseil des étudiants. Yuki craignait que cela n'attire une attention indésirable, mais Saika l'assura qu'elle était excessivement prudente et que peut-être, il n'avait plus besoin de dissimuler sa force. Pendant ce temps, Zomnim et son groupe atteignirent leur destination, avec l'intention bien arrêtée de localiser et d'éliminer le héros à l'académie de magie, coûte que coûte. Avant d'entrer, Loni fit une remarque étrange, parlant d'apprécier de grosses carottes dans sa gorge, ce qui incita Mudarev à le réprimander sévèrement et à lui dire de se concentrer sur leur mission. Sur ce, le groupe commença sa tâche et se téléporta directement sur le terrain de l'école, sans plus attendre. Dès leur arrivée, Ganis fut déconcerté par l'apparition soudaine d'un épais brouillard. Il lança alors un sort de feu qui révéla la présence de 2 étudiants. Il les attaqua immédiatement avec ses flammes. Au même moment, Loni et Piroirelia étaient également perplexes face à cette brume. Soudain, ils remarquèrent quelqu'un courir à travers, alors Loni invoqua des loups d'ombre et attendit qu'ils reviennent avec des résultats concrets. Ailleurs dans le brouillard, Mudarev semblait désorienté par la brume lorsque soudainement il fut attaqué et en fut ravi, ressentant une excitation certaine. Mabel apparut alors rapidement, réalisant qu'il s'agissait bien de Mudarev et non pas d'un simple hideux ogre comme elle l'avait d'abord cru. Mudarev déclara son intention d'éliminer Mabel, mais elle refusa catégoriquement de mourir et lança immédiatement son attaque avec une détermination farouche. Mudarev esquiva ses coups et contre-attaqua, mais Mabel riposta avec une force redoublée, lui faisant réaliser qu'elle était bel et bien une adversaire digne de ce nom, une combattante redoutable. Soudain, Mabel activa sa magie et Mudarev réalisa bien trop tard qu'il était tombé dans son piège. Cependant, il se contenta de rire, louant ses efforts avant de se libérer sans difficulté. Mudarev lança ensuite une contre-attaque brutale avec sa massue gigantesque. Et lorsque la poussière retomba, il remarqua que Mabel avait déjà disparu, s'étant évanouie dans la nature. Quelques instants plus tard, les démons commencèrent à sentir que quelque chose n'allait pas, que la situation était étrange. Ils découvrirent que toutes les figures qu'ils avaient rencontrées jusqu'à présent n'étaient en fait que les Shikigami de Saika. Puis Saika lui-même apparut, les toisant du regard comme s'il n'était rien de plus que de simples insectes, avant d'agir tel un dieu et de déclarer qu'il leur infligerait un châtiment divin, sans pitié.
Zomnim fut enragé et utilisa sa compétence d'évaluation, mais il fut laissé sous le choc parce qu'il vit absolument stupéfait. Mudarev s'avança et défia Saika en duel, mais avant même qu'il ne puisse achever sa phrase, Saika l'anéantit instantanément d'un sort de rayon laser, le réduisant en poussière. Les démons furent stupéfaits, et Pyrrhez jura de venger son camarade tombé au combat. Elle déchaîna son œil maléfique, activant le pouvoir de Méduse dans une tentative désespérée de transformer Saika en pierre. Saika se moqua d'elle, affirmant que son sort était absolument inutile, et invoqua Akuta, un gigantesque serpent blanc d'une taille impressionnante. Avant qu'elle ne puisse le transformer en pierre, Pyrrhez serra sa poitrine et mourut, succombant à l'aura écrasante de Akuta. Saika expliqua qu'elle n'avait jamais eu la moindre chance. Alors Loni invoqua son monstre. Cependant, Akuta déchaîna son haki du conquérant pour la seconde fois, écrasant la bête instantanément, sans le moindre effort. Désespéré, Loni tenta d'apprivoiser la Yakashi, mais il échoua lamentablement et fut dévoré comme un croustillant castudon. Zomnim resta abasourdi tandis que Saika renvoyait Akuta dans le royaume des ombres. Ganis prévoyait de gagner du temps, mais Zomnim refusa catégoriquement et ordonna à son camarade de fuir, de s'échapper au plus vite. Zomnim déclara que Seika était le roi démon et qu'il n'avait aucune chance de victoire, absolument aucune. Lorsque Seika proclama qu'il protégerait le héros, Zomnim fut stupéfait, incapable de croire que le roi démon combattait aux côtés des humains. C'était impensable et incroyable. Seika, de plus en plus impatient, commença à préparer un sort. Zomnim exhorta Ganis à s'échapper tandis qu'il déchaînait son attaque la plus puissante. Saika ne se retint absolument pas, car il riposta avec une vague de lave dévastatrice. Zomnim fut vaincu sur le champ, tandis que Ganis parvint à peine à s'échapper, de justesse. Alors qu'il battait en retraite, il ne pouvait toujours pas croire que le roi démon se tenait aux côtés de l'humanité. Mais avant qu'il ne puisse se remettre, Ganis ressentit une entaille soudaine et profonde à travers son corps. À des centaines de kilomètres de distance, Sika l'avait éliminé avec ses terrifiants pouvoirs d'exorciste, sans qu'il ne puisse rien faire. Par la suite, Mabel apparut, convaincu que Mudarev appartenait à l'association des émissaires démons et qu'il avait été envoyé pour l'assassiner. Sika la calma, lui expliquant que la véritable cible de l'ennemi avait toujours été Amu, et non elle. Il l'assura qu'il s'en était déjà occupé et lui demanda de garder cette affaire secrète, de ne rien en dire. Plus tard ce soir-là, pendant le dîner, Sika apprit qu'Amu ignorait totalement que les démons la recherchaient. À cet instant, une unité de soldats sous les ordres du marquis Grebel apparut, annonçant l'arrestation d'Amu et l'accusant du crime d'avoir abattu un émissaire démon, un acte grave. Amu fut choqué et Saika ne pouvait pas croire que l'un des démons qu'ils avaient vaincus était en fait un émissaire démon. Les chevaliers exigèrent qu'Amu avoue, mais elle n'avait absolument aucune connaissance du crime présumé. Mabel et Ifa tentèrent de la défendre, mais Saika les arrêta, assurant à Amu que, puisqu'elle était innocente, rien de grave ne lui arriverait, absolument rien. Cependant, deux chevaliers furent enragés par la confiance inébranlable de Saika en elle et arrêtèrent Amu sans plus attendre. Saika confronta alors la directrice, exigeant de connaître la véritable raison de son arrestation et de savoir qui se cachait réellement derrière tout cela, qui était le véritable instigateur. La directrice répondit que l'académie s'occuperait de l'affaire, et Saika choisit de faire confiance à sa promesse de faire tout son possible pour sauver Amu. Mais il savait aussi que si rien n'était fait rapidement, Amu serait exécuté, sans aucun doute. Sika rassura ensuite Ifa et Mabel, leur disant que l'école prenait déjà des mesures et qu'elle n'avait donc pas à s'inquiéter outre mesure. Ensuite, il invoqua son dragon, se préparant à secourir Amu par lui-même. Alors qu'il s'apprêtait à le chevaucher, Yuki exprima sa vive inquiétude, le prévenant qu'il attirait bien trop d'attention et que sa vie paisible prendrait fin. Elle lui rappela également qu'il risquait de répéter le destin tragique de sa vie antérieure, une sombre prophétie. Saika refusa d'interrompre sa mission de sauvetage pour sauver sa bien-aimée, sa side chick coûte que coûte. Avec cette détermination inébranlable, il partit vers la capitale pour retrouver Amu. Pendant ce temps, Amu était terrifié, enfermé dans une cellule de prison, craignant de ne jamais revoir ses amis, de ne plus jamais les revoir. Les larmes commencèrent à couler lorsque soudainement quelqu'un apparut devant elle. Au même moment, Saika s'envola vers la capitale avec son dragon et utilisa ses talismans pour localiser Amu. Il la retrouva rapidement au château-prison, mais lorsque Saika tenta de la secourir, les chevaliers essayèrent de le tuer, sans hésitation. Un chevalier appela des renforts, et bientôt Saika fut bombardé par des milliers de flèches, une véritable pluie mortelle. Démontrant sa puissance écrasante, aucune des flèches ne put percer ses défenses. Il riposta alors avec une attaque dévastatrice, utilisant la magie de la terre pour écraser les chevaliers, les réduisant en poussière. Alors que Saika s'enfonçait dans les niveaux souterrains du château, d'autres chevaliers arrivèrent pour l'arrêter. Ils le submergèrent sous une pluie de flèches enflammées, mais Saika riposta avec une magie de feu bleu qui les engloutit tous, sans exception. Beaucoup furent brûlés, mais ils refusaient toujours de battre en retraite. Alors Saika invoqua Kamaitachi qui les abattit sans pitié, les découpant. Ensemble, Saika et Kamaitachi massacrèrent d'innombrables chevaliers à cet instant précis, ne leur laissant aucune chance de même l'approcher, de le toucher. Il rôtit ses ennemis vivants, et les soldats périrent sans jamais avoir pu porter le moindre coup. Enfin, Saika atteignit Amu et la libéra. Mais Amu était furieuse contre lui, craignant que son sauvetage imprudent ne l'entraîne dans de graves ennuis. Elle refusa de partir avec lui, ne voulant pas le mettre davantage en danger. Cependant, Saika lui révéla qu'elle était la véritable héroïne, et que si elle ne s'enfuyait pas, elle serait exécutée sans aucun doute possible. Soudain, Glee fit son apparition et peu après, la princesse Fiona les rejoignit également. Sika exigea des explications, voulant savoir pourquoi Amu avait été arrêté et pourquoi Fiona souhaitait son exécution. La princesse Fiona expliqua alors que leur nation avait jadis été modeste et que le héros avait longtemps incarné un symbole de paix et de stabilité. D'après ses paroles, Saika comprit que les démons visaient Amu afin d'éliminer la cause potentielle d'une nouvelle guerre. Il apprit également qu'Amu ne pourrait jamais atteindre la puissance du héros précédent, car sa protection constante l'empêchait d'affronter le danger et d'acquérir la force nécessaire. Malgré tout, Sika refusa catégoriquement de laisser Amu mourir. Fiona proposa alors d'assurer la sécurité d'Amu et promit à Sika qu'il ne serait pas arrêté, à condition qu'il parte sur le champ. Sika refusa, affirmant qu'il ne pouvait être certain de pouvoir lui faire entièrement confiance. Découragée, la princesse Fiona accepta son choix, et Gley exprima sa déception envers son jeune frère. Fiona prépara une calèche pour faciliter leur évasion.
Amu la remercia et Saika découvrit que Fiona avait pris soin d'Amu durant son emprisonnement, lui rendant souvent visite et lui procurant même une couverture. Réalisant sa bonté, Sika s'excusa de l'avoir mise en doute avant qu'ils ne se séparent. Plus tard, il retourna auprès des chevaliers déchus qu'il avait massivement transportés dans ce monde et révéla sa véritable puissance en les ramenant à la vie. Les deux jeunes filles qui en furent témoins furent stupéfiées par l'ampleur et la puissance de sa magie. Avec Amu à ses côtés, Sika se prépara à aller de l'avant, sachant qu'il devrait laisser l'académie derrière eux. Pendant ce temps, la princesse Fiona rencontra une figure mystérieuse et sombre qui lui demanda qui était réellement Sika. Elle révéla qu'il était l'actuel roi démon, celui qui protégeait la jeune héroïne. Par la suite, Seika écrivit à ses amis et ensemble ils décidèrent d'abandonner l'école pour entamer de nouvelles aventures. Peu après, Seika et Amu retrouvèrent leurs compagnons dans une ville voisine. Débutant ainsi leur nouvelle vie en tant qu'aventuriers,